Après 1 an et demi de confinement, I.AM sort son nouvel album, Première Vague, et part en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Comment de crapauds du quartier, ils sont devenus les princes de la ville. Akhenaton et Shuriken se confient à Pascal Bourgault dans les coulisses de leur concert à 7. Entretien exclusif. Regardez. Alors écoute bien ce que je dis. Rien de grave, rien de ici. Rien d'écrit. Ça fait quoi de retrouver la scène? Ça fait 1 an et demi qu'on est enfermé. Pour nous, c'est lâcher de fauve, t'imagines bien, sur scène. Et je pense que les gens, on l'a vu à Clermont vendredi, il y avait une impatience de la part de part et d'autre qui a fait que c'était l'explosion. La frustration de ne pas être sur scène, ça nous a poussés tous en studio. Et on a occupé toutes nos journées libres à enregistrer des morceaux, faire des collabs. Bouge la tête, ça bouge la tête, ouais. Move tes fesses, ça coupe, move tes fesses, bouge la tête. La sortie de votre nouvelle EP, la première vague. Ouais. Alors la première question que j'ai envie de vous demander, justement, c'est la première vague de quoi? En général, quand il y a une première vague, c'est peut-être qu'il y en a d'autres derrière. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et que notre métier, dans laquelle se trouve notre métier et la société En général. Dans son ensemble. Et on a voulu faire I.AM, ça a toujours été dans l'actualité des choses. On est dans un système où l'économie se fout complètement de l'écologie et les gens, même dans leurs intentions de vote et dans leurs propos, dans les manifestations, ne prennent pas l'écologie et l'économie sur un même plan, alors que pour moi les deux sont liés. Alors justement, dans la fin de leur monde, FIN en 2006 et puis FIM 2021, vous dressez ce constat et puis vous dites, en 15 ans, qu'est-ce qui a changé? En fait, ça n'a pas changé, mais ça a empiré la situation. C'est ça le problème. Information en boucle, télé-réalité, réseaux sociaux et technologies. Tout ça mis en ligne. Une fois qu'on a ça, on a un combo incroyable pour remplacer l'interaction humaine. Quand j'interagis, je discute avec toi, j'échange, je fais un débat ou avec d'autres personnes par l'interaction à distance, qui est beaucoup plus offensive et beaucoup plus haineuse. Ils seront tous que, crève tous les pneus. L'avenir se dessine à la mine de coups de bluff. Nadine, calme-toi, pose ton cul et coup de meuf. On ne veut pas ta peau, on ne veut pas taper. Regarde si vous et croient qu'ils peuvent taper. Loin les solutions des potes cherchent. Il y a des choses qui vont mieux. Est-ce que vraiment le racisme n'a pas fait un peu de recul? C'est pas la résistance là, que vous brandissez qui a avancé? Je suis pas persuadé que le racisme est particulièrement... la perception du racisme est particulièrement changée en France, mais au moins il y a des gens qui se réveillent, qui se battent contre ça, qui s'organisent et qui le font pas de manière violente, parce que je pense que Jo me rejoindra là-dessus. On s'est aperçu que toutes les révolutions, manifestations violentes aboutissaient sur le contraire des objectifs. Dans Feeling, vous dites, on était les crapauds de quartier et on est devenus les princes de la ville. Vous êtes toujours les princes de la ville? Non, c'était une image pour dire que peut-être il y a eu une forme de mépris vis-à-vis du rap. C'est-à-dire qu'on parle ni d'I.AM, ni de nous-mêmes. Je pense qu'on parle du hip-hop en général. Et que le hip-hop était considéré comme une sous-culture. Et que maintenant, finalement, quand tu regardes, tous les gamins, les gamines écoutent du rap, il y en a plein qui pratiquent et tout. Et en fait, de crapauds du quartier où tout le monde se moquait de toi, parce qu'y compris dans nos propres quartiers, les gens écoutaient Toto, Francis Cabrel, Bob Marley, du funk. On était les rappeurs. Les rappeurs, ils nous faisaient comme ça. Et de crapauds du quartier, on est devenu prince de la ville maintenant. C'est une belle image, c'est une belle revanche. C'est une revanche en musique, en fait. C'est une victoire de notre culture qui a su être embrassée par des millions et des millions de personnes. Vous en êtes fiers de ça? Bien sûr. Très très fier. Oui. Vous êtes fiers de quoi exactement? Je pense que fier de l'accessibilité de notre culture et que des gens aient saisi. Et d'avoir contribué à diffuser aussi notre art, notre musique, et en même temps aussi à parler de notre ville, à pouvoir diffuser aussi notre ville aussi aux quatre coins de la planète, parce que c'est ce qu'on a toujours fait aussi. Et saisi que le rap et toutes les disciplines du hip-hop sont des formes d'art. Revenons au parcours. Ce parcours n'a pas été toujours facile. Vous dites dans une des chansons, tout ce qu'on est,
On a culpabilisé de devenir si connu. Oui. Cette souffrance-là et cette culpabilisation, c'est pas IAM. C'est tous les gens qui sont issus de quartiers populaires, qui ont réussi dans le rap, mais aussi en tant qu'acteur, en tant que stand-up. Ouais. Je faisais référence à des gens du stand-up, notamment. Ouais. Et il y a cette culpabilité d'être connu à un moment donné. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et pourquoi pas... Heureusement, dans notre culture et dans le hip-hop, il y a la nécessité de, quand on réussit, de produire d'autres groupes et de faire une sorte de premier de cordée, de transmission. Et c'est vrai que ça aide à passer ces étapes-là. Parce que nous, on n'a pas la culture d'un artiste pop qui réussit, et puis voilà, il se met dans sa villa, il réussit. Non, mais j'ai rien contre. Hein. Non, c'est pas du tout ironique. Tant mieux pour lui. Tant mieux. Mais nous, dans l'inscription génétique du rap, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et donc pendant des années, on a produit. Et encore, quand on part en tournée, on mène d'autres artistes. Alors on a arrêté nos structures de production maintenant, mais on l'a fait pendant de nombreuses années. On produit encore quelques disques, des fois de mais même dans nos propres albums, encore maintenant, et ce depuis le début, on n'est jamais seul, réellement. Il y a toujours des invités qui sont en général des amis, des gens avec qui on a de fortes affinités, soit humaines, soit musicales. Donc ça a toujours été ça. On va vous entendre très, très, très fort. La vie est belle, le rêve est sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verre se lève le voile, le rythme sont les routes qui les voilent. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile, ouais. La vie est belle, le rêve est sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verre se lève le voile, le rythme sont les routes qui les voilent. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile, oui. La vie est belle, le rêve est sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le verre se lève le voile, le rythme sont les routes qui les voilent. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Et c'est quoi le secret de votre longévité là? Parce que quand même plus de 30 ans, il y a peu d'artistes qui sont parvenus. Hein. Je pense qu'il y a un mélange de détachement. De détachement par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire que Joa a une super phrase qui explique bien tout. On prend notre métier au sérieux, mais nous on ne se prend pas au sérieux. Et il y a aussi une vraie vie de famille. C'est-à-dire qu'on vit avec, moi je vis avec eux comme avec mes propres frères de sang. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Donc au bout d'un moment, tu mets ton petit ego de côté et tu apprends à vivre en groupe. Et je pense que tous les gens qui sont là dans le groupe aujourd'hui, au bout de 35 ans, ils ont appris à vivre en groupe. C'est pas facile toujours. Hein. Quand tu es entassé dans un bus, que tu voyages, que tu vois les mêmes têtes et tout ça, que tu es des mecs avec des caractères forts. C'est pas une café tous les jours, contrairement à ce que les gens croient. Petit frère, petit frère. C'est ça. Je crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé aux actes violents. Pour les compromis, ça passe mieux quand tu portes une Giorgio Armani. Soucieux, tu regardes des gens. Malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il faut défendre l'autoroute de la fortune. Et petit frère, faut prendre des profits. Comment est-ce que vous expliquez que ceux qui ont votre âge, qui ont grandi avec vous, mais aussi des plus jeunes, et des encore plus jeunes, vous suivent toujours? Je n'ai pas réellement d'explication. Je pense qu'il y a des gens qui... toujours, on n'a jamais essayé de trouver cette recette, donc on n'est même pas sûr qu'il y en ait, mais, parce que si on avait une, on ferait l'interview des Bahamas, forcément, tu comprends. Mais je sais pas, nous, je pense que justement on s'en soucie pas. On a ce côté, c'est ce que disait-il, on a ce côté qu'on avait, on a gardé ce côté-là. Alors il y a des fois où dans notre carrière ça a été à tort, il y a des fois où ça a été à raison, mais on a ce côté rien à foutre. On a quand même ce côté-là, on s'en fout, parce qu'il y a des fois où on n'aurait pas dû s'en foutre et peut-être ça nous aurait bien aidé. Mais à l'époque, on se posait pas la question, on s'en foutait. Et on a toujours ce truc-là qui fait que oui, on aime notre musique, mais en même temps, on a ce côté, on s'en fout, c'est-à-dire on n'a pas d'attache, c'est à l'instinct. Vous êtes resté en fait vous-même? Ben, je ne sais pas si on est resté nous-mêmes, on a changé aussi, parce que de 17 ans à 50 ans, forcément, on change. Ouais. Mais je pense qu'on est resté fidèle à une sorte de ligne de conduite, avec nos qualités, nos défauts, avec nos victoires, nos erreurs.
Mais on a accepté tout ça. Je pense qu'on est dans l'acceptation du fait qu'on peut se tromper, on peut faire des mauvais choix aussi dans une carrière. Bien sûr. Ça arrive, il faut juste maintenir le cap. Carrière, personne n'est à l'abri de ça. Je suis ici, self-made man. Self-made man. Je suis ici, self-made man. La vie, c'est ça. Et qu'on croit que les choses sont là pour être toujours là, elles ne sont pas là pour être toujours là. En fait, ce qui rend fragile cette vie, donc l'acceptation qu'il y a la mort au bout, beaucoup de gens viennent de découvrir depuis 1 an et demi qu'on est mortel, et ça fait réaliser que cette vie est magnifique et qu'on est tous ici de grands chanceux de la vivre, qu'il y a des choses extraordinaires dans cette vie, et que peut-être dans notre musique, on a ce mélange d'offensif pour aller dénoncer certaines choses, mais aussi le meilleur est à venir. D'optimisme et de force et de parler aussi des belles choses. En étudiant bien de près vos chansons, Dieu est très présent. Alors sans parler duquel. On ne parlera jamais duquel parce que Ayam c'est multiconfessionnel. Et même s'il y a des athées, ils sont respectés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est une micro-société où tout le monde se respecte dans sa diversité. On peut, certains qui ne croient pas en Dieu dans le groupe, diront Dieu pour dire l'univers, hein, en fait. Mais c'est présent. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que, humblement, il y a peut-être quelque chose au-dessus des hommes. Et que l'homme n'est pas le pivot central de cet univers. Et que oui, il y a peut-être des choses qui nous échappent. Il faut admettre qu'on n'a pas la compréhension suprême de l'univers, encore une fois. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont au-dessus de nous, mais qui nous gouvernent quand même. Et comme on ne connaît pas bien les lois qui concernent la laïcité en France, on croit que la laïcité, c'est l'interdiction de alors que c'est l'acceptation de... Ça change tout quand même. Pas le même, on ne voit pas les choses du même balcon, là. Quel pays fantastique, avec des débats en bois. En fait, tu as l'impression qu'on a du temps à perdre quand même. Ouais. Ou se créer des problèmes, nous-mêmes. Ouais, perdre du temps dans des futilités pour éviter de gérer les vrais problèmes. Je finirai par un proverbe anglais. Dieu a créé le plus beau pays du monde, la France. Pour équilibrer les choses, il a créé les Français.